Rédaction des statuts. Donc, titre 2, forme, objet, dénomination sociale, siège. La forme. La société est une SAS, régie par les lois, les règlements en vigueur et par les présents statuts. Et les statuts peuvent être modifiés, par exemple, à la majorité du droit de vote de l'ensemble de la société. Sous-entendu, on avait vu dans les parties précédentes qu'il fallait entendre par majorité, souvent, ça dépend bien sûr des situations, mais souvent la majorité absolue des droits de vote de l'ensemble de la société. Si on ne précise pas ça, eh bien, il faudra l'unanimité des associés pour apporter des modifications statutaires. Alors, attention à l'unanimité, surtout si on n'a pas écarté, par exemple, l'intervention du juge des tutelles qui viendrait en représentation de l'enfant mineur. Donc, on va écarter cette règle-là. Et on va notamment, on peut prévoir dans les statuts les modalités de modification statutaire, par exemple en capacité d'agir, du fondateur. Donc la règle, c'est l'unanimité. L'exception, c'est toute clause contraire. Les statuts ne peuvent être modifiés à défaut de clause contraire que par l'accord unanime des associés, nous dit le Code civil. Et comme on n'a pas de disposition, contrairement à la société anonyme ou la SARL, comme on n'a pas de disposition spéciale concernant la SAS, eh bien, ce sont les règles générales du Code civil qui s'appliquent. Il faudra toutefois l'unanimité des actionnaires, notamment pour introduire ou modifier la clause concernant l'inaliénabilité, voire l'exclusion d'une personne morale associée qui contrôle. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut introduire ces clauses à la création de la société, à la rédaction des statuts. Et il faudra une décision collective, c'est-à-dire une décision collective, la participation de l'ensemble des associés. On a vu aussi la dernière fois la distinction que je faisais entre décision à la majorité des droits de vote et décision collective. Donc la décision collective, ce sont celles pour lesquelles la loi impose la participation de l'ensemble des associés ou des usufruitiers. Donc il faut la participation des associés pour introduire ou modifier la clause concernant l'agrément pour la cession d'actions, les clauses également pour exclure un associé. On a vu qu'il fallait mettre les motifs de l'exclusion. Voilà. Donc voici l'exclusion d'un associé personne morale pour laquelle il faut l'unanimité pour modifier ou insérer une telle clause. Alors c'est très intéressant cette clause-là, elle est même pour moi assez essentielle. Alors de quoi il s'agit? Voilà, j'ai ma SAS, par exemple, et ici j'ai une holding qui contrôle, L233.3, au sens du Code de commerce, le contrôle. Eh bien, je prévois dans les statuts la possibilité, voilà, j'ai des associés, je prévois dans les statuts la possibilité d'exclure les associés de la holding qui contrôle la SAS pour changement, justement, pour changement de contrôle. Donc, j'ai un changement d'associé ici, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord? Et à ce moment-là, je me donne la possibilité d'exclure cet associé-là. Redoutable. Alors, je la mets systématiquement parce que qui peut le plus, toujours, la philosophie qui peut le plus peut le moins. Et je porte la clause, et puis je peux mettre des exceptions, bien sûr. Sauf, par exemple, si la holding est contrôlée par un associé fondateur, par exemple, ou une autre personne. Parce que je veux, à un moment donné, peut-être que si, je prends un exemple de situation familiale, j'ai que des enfants mineurs, je ne veux pas mettre mon conjoint, ou je n'ai plus de conjoint,
Je veux mettre un tiers à la direction de la SAS, certes, mais comme il n'exerce pas la profession dans la SAS, je vais donner le rôle uniquement, éventuellement la possibilité de vendre, de faire vendre la SAS parce que mes enfants mineurs n'ont pas la capacité de reprendre la société opérationnelle, puis j'ai personne à qui je veux confier les rênes après mon incapacité juridique. J'ai une holding et puis ici, j'ai nommé éventuellement une personne de confiance. Et à ce moment-là, bien sûr, je ne le mets pas dans la clause d'exclusion parce que si j'ai mis une clause d'exclusion pour changement de contrôle et qui vient à me remplacer alors que je suis décédé, il pourrait être exclu par les actionnaires, les autres actionnaires de la SAS. Donc je prévois que cette personne-là, bien sûr, ne pourra pas être exclue. Et comme ça, je gère le patrimoine quelque part des enfants mineurs, enfin cette personne-là, qui dirige la holding, elle aura pour rôle en fait de faire vendre la fille dans le profit des enfants, bien sûr, mineurs qui auront hérité de la holding. Voilà. Et on écarte toute intervention de tiers pour gérer le patrimoine, notamment des enfants mineurs. Et notamment, également, j'évite également l'intervention du conjoint, de l'ex-conjoint dont j'ai divorcé, parce que l'ex-conjoint, elle a un droit de jouissance sur les biens de l'enfant mineur, donc le conjoint pourrait prélever par exemple tous les dividendes, mais non, puisque c'est la personne tiers de confiance ici que j'ai nommée. Tout est possible, tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. Alors, voilà, donc le contrôle. Elle détient la majorité des droits de vote. Elle dispose seule, directement ou indirectement, de plus de 40% des droits de vote. On le rencontre assez souvent, cet article L233.3 du Code de commerce, notamment dans tout ce qui concerne le contrôle. Finalité, on vient de voir la forme, donc finalité de la société. Alors, j'inscris systématiquement les finalités de la société dans les statuts. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. 1. Je vais aider le fondateur à préciser ses objectifs. Parce que bien souvent, quels sont ses objectifs? Vous connaissez l'histoire. Tiens, c'est une des premières questions que je pose d'ailleurs aux personnes que je rencontre. C'est que les chefs d'entreprise, et je leur dis, allez, c'est quoi vos projets de vie ou si vous préférez vos objectifs à court, moyen et long terme? Et là, souvent, j'ai silence radio. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise, il est imprégné, il consacre tout son temps pour son entreprise, mais pour lui et ses proches, voilà. Alors, il risque de mourir riche. Non, le patrimoine, il doit servir à quelque chose, il faut lui donner du sens. Eh bien, les finalités de la société, de les inscrire, ça va faire poser question au chef d'entreprise, de telle sorte qu'il va mettre son entreprise au service de ses objectifs. Ça va éclairer les intentions des actionnaires fondateurs, et ça va servir aussi d'arbitre, éventuellement, en cas d'interférence d'un juge, en cas de difficulté ou en cas d'entrée d'un juge, en cas de conflit entre les actionnaires. Le juge va être tenu d'appliquer les règles statutaires. Le pacte, c'est plus qu'un pacte d'ailleurs, ce sont les statuts qui engagent même ceux qui ne sont pas encore nés, en fait, les actionnaires. Donc en cas de contentieux, voilà, il y aura c'est la philosophie de vie, en fait, de la société. On a parlé déjà précédemment de la personnalité de la société et ce sont les statuts qui confèrent véritablement la personnalité aux associés. Et même dans les statuts, souvent, je décris les schémas, voilà. J'illustre. On me dit, mais ça ne se fait pas, on ne fait jamais de croquis dans les statuts. Je dis, qu'est-ce qui l'interdit? Donc moi, je le fais. Voilà. Ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Il ne faut pas se mettre des limites soi-même. Il y en a déjà assez dans la vie, ce n'est pas la peine de rajouter soi-même. On va aussi réduire le risque de l'abus de droit pour but principalement fiscal. Alors, je vais le mettre ailleurs tout ça. Je vais expliquer les motivations de la création. Ici, on est dans les finalités de la société.
alors que souvent, j'explique le schéma, ça va être en préambule, exposé des motifs, et j'explique le schéma général d'organisation de l'entreprise, et j'ai pas rien, moi, si je fais des économies fiscales. Vous voyez, voilà. C'est d'abord de l'économique, de la pérennité de l'entreprise. Le but suprême, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Ce n'est pas critiquable. Donc le but n'est jamais principalement fiscal. Alors, on a vu apparaître récemment, la société peut inscrire sa raison d'être dans les statuts. Je trouve que c'est une bonne chose. Finalité de la société, alors personnalisée, bien sûr, à chaque fois, c'est une histoire à raconter. C'est pour ça que les statuts tout faits, évidemment, ça, on ne va jamais trouver ça. Donc, on va aider le chef d'entreprise à réfléchir. Je pose des questions, tout simplement. Et après, eh bien, j'entends et puis je propose et je reprends exactement les termes employés par mon client. Et puis, on va faire des allers-retours, oui, et voilà, et on va donner... Voilà. Ça va, quelquefois, ça participe grandement à inscrire la culture de l'entreprise dans les statuts. Alors, il faut se méfier, pourquoi? Parce que la culture de l'entreprise, elle peut varier, et surtout si elle a un caractère familial. Les enfants ne ressemblent pas forcément à leurs parents, mais ils n'ont pas peut-être les mêmes ambitions pour leur entreprise. Donc, il faut être suffisamment souple, mais c'est bien d'inscrire les valeurs de l'entreprise. Alors, le danger, c'est de dire on inscrit des valeurs. Alors, quelquefois, on l'inscrit dans un pacte déconnecté des statuts. J'y suis pas favorable. Ce sont les gènes de l'entreprise. Donc, les gènes de l'entreprise, c'est les statuts. Donc, attention aussi à ne pas être trop général, parce que l'entreprise est attachée aux traditions, aux valeurs familiales, mais aussi à l'innovation. Non, quelquefois c'est incompatible. Une entreprise qui est accrochée à son passé, qui regarde le passé, souvent elle occulte l'avenir. Et inversement, une personne, donc morale ou physique, qui se projette son entreprise sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir, le passé, elle s'en fiche. Donc vous voyez bien que, attention à ne pas inscrire des valeurs contradictoires. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut choisir. Et plus on choisit, plus on est ce que l'on est, plus on se donne les chances de réussir. Donc voici quelques exemples de finalité de la société. La société, bien sûr, développer, gérer l'activité d'un patrimoine familial, si c'est la réalité, ce n'est pas forcément un patrimoine familial, et d'en faciliter la transmission dans un cadre juridique approprié. Alors ça, c'est du copier-coller d'un arrêt de jurisprudence qui a démontré que le but n'était pas principalement fiscal, puisque dans les statuts, il était inséré le fait que la société avait pour objectif de développer, de gérer et de transmettre l'entreprise dans un cadre juridique approprié. Donc vous voyez bien que j'ai la référence. Et donc si je suis un jour amené à me présenter devant le juge, eh bien j'ai dit, attendez, regardez, d'ailleurs, c'est un arrêt de la Cour de cassation quand même, ça fait jurisprudence. Voyez. D'assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise, d'en faciliter la transmission, d'organiser les pouvoirs de décision et la répartition des droits financiers, le dividende, de contrôler, de maîtriser les entrées et les sorties des actionnaires. Évidemment, si c'est un moulin à vent et que tout le monde peut sortir ou rentrer quand il le désire, je n'ai pas harmonisé tout ça. De maintenir la cohésion de l'actionnariat, ça c'est sûr, avec des clauses d'inaliénabilité, des clauses d'agrément, ça c'est sûr que je fidélise l'actionnariat. Mais attention à fidéliser trop, c'est comme les salariés, quand on veut fidéliser ses salariés et que la personne compétente d'un jour devient incompétente ou l'ami d'un jour devient l'ennemi demain, il faut pouvoir se donner aussi la possibilité d'exclure. Donc donner c'est beau, mais attention, je fais en sorte que le fait que ce ne soit pas totalement irrévocable. Pourtant, une donation, bien sûr, une donation est par principe irrévocable, mais on voit bien que si je peux changer et évoluer et favoriser et puis défavoriser, ce n'est pas tout à fait irrévocable. De regrouper, par exemple, les sociétés détenues par les membres de la famille, c'est la holding, ça.
Et de faciliter la gestion de la trésorerie, enfin, tout est imaginable. Souvent, j'ai plus d'une page pour expliquer les finalités de la société. Parce qu'il faut rajouter à chaque fois les finalités qui sont en conformité avec l'objectif du chef d'entreprise. L'objet social, alors j'ai plusieurs bien sûr, alors j'ai tendance, pas toujours, j'ai tendance à rédiger un objet social très large, pas toujours. Et m'est arrivé, bon, ça a été à mes débuts parce que je suis plutôt un innovateur. Mais c'est passé au greffe, hein, tout ça. Alors, j'avais mis un objet social très large parce que c'était le fondateur, je lui donnais tous les pouvoirs de président. Et à son décès ou en cas d'incapacité, eh bien, j'avais restreint complètement l'objet social au regard de ses descendants. Et certains actes qui dépassaient certains montants, eh bien, il était interdit, enfin, il fallait l'accord des frères et sœurs qui avaient vocation à reprendre l'entreprise pour procéder à des investissements dépassant un certain montant, par exemple. Actualisé, bien sûr, parce qu'un montant fixé après, dans 20 ans, ce n'est pas forcément le même. Donc, tout est possible. On peut aussi limiter ou changer. Vous voyez, c'est pour ça que je distingue, on le verra plus tard, je distingue le président fondateur, le président non fondateur, le président statutaire, le président non statutaire, et les pouvoirs des uns et des autres, parce que, rappelez-vous, hein, les pouvoirs, c'est une grande faculté de la SAS, tout ça, et bien comme ça, ça évolue en fonction des situations. Et même si je me donne quelquefois, moi, fondateur, des pouvoirs supérieurs à ceux du président, parce que je peux vouloir me retirer, un peu, mais je veux avoir un œil de surveillance quand même sur la société. Donc j'ai nommé le président qui viendra après moi, mais j'ai toujours la possibilité de le révoquer, par exemple, tant que il y en a qui disent non, mais après 70 ans, moi je laisse tout, puis il y en a un autre, non, moi je veux décider toute ma vie. C'est comme il veut. Alors, il y a une grande distinction entre les sociétés de forme commerciale, telles que la SAS, et la société civile. À l'égard des tiers, dans les rapports avec les tiers, le président engage la société, même si les objets sociaux dépassent ses attributions. Dans la société civile, non. Alors, dans les rapports entre associés, évidemment, l'objet social va délimiter le pouvoir du président à l'égard des autres actionnaires. Alors que la société civile, non. Le pouvoir du gérant d'une société, il est inscrit dans l'objet social. Si l'objet social ne permet pas de vendre un immeuble, eh bien le gérant ne peut pas vendre l'immeuble. Et je rappelle qu'il n'y a pas de nullité sans acte, sans décision. Dans les rapports entre les associés, c'est comme la société civile et les sociétés commerciales, c'est la même chose en fait. Hein. Ça va dépendre aussi des statuts. Donc, si je peux déterminer un objet social très large, donc plus l'objet social est large, plus les pouvoirs du président sont étendus, à l'inverse, plus le pouvoir des associés est élevé. Et je peux, alors, unicité d'un président, on ne peut nommer qu'un seul président dans la SAS, mais on peut nommer plusieurs directeurs généraux délégués, adjoints. Et tout dépend aussi, pour qualifier leurs fonctions, on va apprécier leur pouvoir de représentation à l'égard des tiers. Voici un objet social pour une holding animatrice, par exemple. J'ai mis du trail, mais on peut enlever du trail. Une holding animatrice, je rappelle simplement qu'une holding animatrice, c'est plus large que simple pacte du trail. Une holding animatrice au plan fiscal est considérée comme une société opérationnelle. Au plan fiscal. C'est une définition fiscale, mais ça vise plus largement que le pacte du trail. Elle participe, je rappelle, la définition d'une holding animatrice, c'est la société, donc une holding, qui participe activement à la politique du groupe et au contrôle des filiales.
ils disent des filiales, mais l'administration fiscale admet que la holding animatrice puisse être qualifiée d'animatrice quand bien même il n'y a qu'une fille, attention quand même. Et puis, accessoirement, donc la deuxième condition, c'est qu'elle rend des prestations de service aux filles. Mais on va le voir, enfin je rappelle que la prestation de service, une holding peut rendre des prestations de service, ce n'est pas pour autant qu'elle est animatrice. Elle doit, pour être animatrice, participer activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Donc voici un exemple de... Alors, je conseille toujours d'inscrire dans l'objet social la possibilité pour la holding d'être animatrice ou pas. Donc d'être animatrice ou d'être holding tout simplement. Donc voilà, la prise de participation dans toute société, la gestion de titres de participation. Ça peut servir notamment lorsque la holding change d'activité principale. L'administration fiscale, changement d'activité réelle, elle dit « Ah, attention, moi je considère que c'est une cessation d'entreprise avec toutes les conséquences fiscales qui y sont attachées, et clac, je taxe tout, et même les plus-values latentes. » Oui, mais si l'objet social, c'est de détenir et de gérer des titres, peu importe l'activité accessoire de la holding, puisque son activité principale, c'est de détenir des participations. Donc, j'invite à mettre la gestion de participation dans tous les statuts, dans tous les objets sociaux des statuts. L'assistance aux filiales, le service, alors ça, ce sont les prestations de service. Hein, je rappelle, c'est la holding animatrice, la deuxième condition, c'est au moins de rendre des prestations de service. Et je me donne la possibilité également de rendre la holding animatrice, même une société dite opérationnelle. Donc, elle est capable d'accomplir tous les actes industriels, commerciaux d'une société opérationnelle. Et toute prestation, vous voyez, ça c'est un objet social très large, et toute prestation de service permettant de réaliser l'objet social. Et opérations immobilières, même civiles, je rappelle qu'une SAS peut accomplir des actes civils, alors qu'une société civile ne peut pas accomplir des actes commerciaux. Sinon, si elle accomplit des actes commerciaux, au plan fiscal, certes, l'administration fiscale va imposer à l'IS, mais au plan civil, en cas de conflit notamment, avec le juge, avec des tiers, eh bien le juge, la jurisprudence est constante pour considérer que ces actes commerciaux n'ont pas été réalisés par la société civile, mais par une société créée de fait, avec tous les problèmes qui peuvent surgir derrière. Voilà. Et puis la phrase qu'on retrouve dans tous les statuts, et plus généralement, toute opération qui serve directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. Précision, une holding peut facturer des prestations de services sans pour autant être animatrice. Alors, je peux avoir intérêt aussi à créer des holdings passives dans certaines situations. Alors, je ne peux pas dire citer, bien sûr, toutes les situations, mais voici, donc la société est une holding passive qui a pour, et je reprends la définition fiscale, qui a pour but de détenir et de gérer des participations dans d'autres sociétés. Dénomination, donc le siège social. Ensuite, l'importance du siège social. Modification du siège social, avec une différence entre SAS et société anonyme. Voilà, ça doit être décidé en assemblée générale ordinaire pour la SAS. Par exemple, si ça change de département. Alors, on le voit encore dans les statuts de SAS, ça n'a pas de sens quand même. Sinon, si on change de département, il faudra une AGE. Vous savez que je rappelle que dans la SAS, il n'y a pas nécessité de distinguer et d'introduire des AGO ou des AGE. Mais
si on ne précise rien dans les statuts de la SAS, eh bien, dès lors qu'on modifie le siège social, c'est une modification statutaire, et sauf clause contraire, il faut l'accord unanime des actionnaires. Donc, c'est des conditions encore plus dures que la société anonyme, et on a vu que on joue pour la souplesse de la SAS, donc on va introduire la clause contraire. Alors, le siège social, comme l'ensemble des décisions, enfin, la majeure partie des décisions est du ressort de la majorité des droits de vote, ou voire, là, pour le changement du siège social, vous pouvez dire, bien, par exemple, du président statutaire, du président fondateur, ou à la majorité des associés, ce que vous voulez. C'est libre, mais il faut le préciser pour éviter la règle de l'unanimité. La durée de la SAS. Alors, je vais mettre 99 ans. On voit quelquefois des statuts qui limitent, par exemple, la durée de la société à la réalisation de l'objet social. Je dis attention, on voit même quelquefois des durées de 50 ans, par exemple. Mais attention, pourquoi? Parce que 50 ans, en principe, sauf accord unanime parce que c'est un engagement, on accroît les engagements d'un associé lorsqu'on proroge la durée de la société. Donc, dès lors qu'on accroît les engagements d'un associé, 1836 alinéa 2, il faut l'accord des associés, donc l'unanimité, pour proroger la société. Sinon, elle est dissoute de plein droit. Donc, il vaut mieux prendre une durée longue, prorogeable. Avec alors, on a plusieurs possibilités. Proroger la durée de la société, c'est ce que je fais. Lier la durée de la société à un événement particulier, sauf exception plutôt à éviter. Mais je peux aussi, et je le fais assez fréquemment, dans les sociétés civiles notamment, pour ne pas emprisonner les associés qui veulent se retirer. Après moi, bien sûr. Tant que je suis en vie, personne ne peut se retirer sans mon accord. Mais une fois que je suis dans ma tombe, pourquoi vouloir commander toujours? Donc, je me dis, allez, je donne la liberté aux autres actionnaires, éventuellement, de se retirer. Et là, je m'arrange pour que la société lui rachète ses actions, par exemple. La durée peut être prorogée si les statuts le prévoient. Voilà, donc un exemple de statut, de clause statutaire. Voilà, et la publication donc dans un journal d'annonce légale, procès-verbal. Voilà, les formalités.